Bonjour. La semaine dernière, nous avons terminé le cours avec les acteurs de la traduction, à savoir un messager qui porte le message qui est déterminant dans la séquence des acides aminés, les ribosomes qui vont servir de laboratoire pour le déroulement et des réactions, notamment la synthèse de la liaison peptidique, des ARN de transfert qui vont transporter les acides aminés du cytosol à l'endroit où la protéine est en train de synthétiser. Les acides aminés sont des acteurs clés dans la synthèse des protéines. Donc, sans acides aminés, il n'y aura pas de synthèse puisque les protéines sont des polymères d'acides aminés. Et vous avez les enzymes qui vont en fait fixer l'ARN de l'acide aminé sur les ARN de transfert et puis des protéines qui vont également participer donc, dans ce processus. Donc, on appelle des facteurs d'initiation, facteurs d'élongation et des facteurs de terminaison. Donc, nous avons dans et parlé également du chargement de l'acide aminé sur l'ARN de transfert, un processus qui nécessite la présence d'un enzyme, et aminoacyle ARNT synthétase spécifique à chaque acide aminé. Et comme je l'avais dit, les acides aminés sont donc indispensables à la traduction puisqu'il s'agit de la synthèse d'une protéine. Or, on sait que les protéines sont des polymères d'acides aminés. Et puisque les ARN de transfert sont responsables du transport des acides aminés, donc il faut au préalable que ces acides aminés, l'acide aminé soit fixé sur l'ARN de transfert. Donc, le complexe ARN de transfert acide aminé s'appelle aminoacyle ARNT. Pourquoi aminoacyle? Le fait que il y a une réaction entre le groupe acide carboxylique de l'acide aminé et l'extrémité 3' H de l'adénosine. N'oubliez pas que l'extrémité 3' OH de l'ARN de transfert est terminée par un triplet CCA. Donc, tous les ARN de transfert et voient leur extrémité 3' OH terminée par ce triplet de nucléotides CCA. Donc, le groupement hydroxyle de l'adénosine du ribose du dernier nucléotide donc, va réagir avec la fonction acide carboxylique de l'acide aminé donc pour en fait former une liaison ester, une liaison riche en énergie. Donc, c'est à ce niveau que l'acide aminé est fixé. Donc, le complexe ARNT et le résidu d'acide aminé s'appelle aminoacyle ARNT et cette réaction est catalysée par une enzyme qu'on appelle aminoacyle ARNT synthétase. OK? Maintenant, et avant cette fixation, l'acide aminé est tout d'abord activé. Et cette activation nécessite de l'énergie sous forme d'ATP pour permettre la formation d'aminoacides adénosine monophosphate. Donc, il faut qu'il y ait d'abord une activation de l'acide aminé et c'est après cette activation que l'acide aminé va se fixer sur l'ARNT après la rupture de la liaison entre l'acide aminé et l'adénosine monophosphate. Maintenant,
il y a une liaison riche en énergie dans l'aminoacide adénosine monophosphate. Donc, la rupture de cette liaison riche en énergie donc, va libérer de l'énergie pour la fixation de l'acide aminé sur la RNT. Donc, en fait, c'est un couplage entre une réaction exergonique, c'est-à-dire une réaction qui libère de l'énergie, et une partie de cette énergie va être utilisée pour faire un travail. Ce travail consiste en quoi? C'est la fixation de l'acide aminé sur la RNT tout en formant une liaison riche en énergie. Donc, la liaison dont je parle, c'est la liaison formée entre la RNT et l'acide aminé. C'est une liaison carboxyester, donc une liaison encore riche en énergie. Et cette énergie mise en réserve dans cette liaison va être utilisée également pour faire la synthèse de la liaison peptidique. Donc, chaque fois qu'il y a la formation d'une liaison à haut potentiel énergétique, cela veut dire que cela présage qu'il y a une réaction qui va nécessiter de l'énergie et cette énergie proviendra de la rupture de cette liaison à haut potentiel énergétique qui avait été préalablement formée. Donc ici, ce schéma résume, ce schéma résume l'activation de l'acide aminé, la formation de l'aminoacide ARNT. Donc, l'ARNT ici, c'est cette forme, ce schéma, cet objet, si vous voulez, en vert. Donc, ici, voici ATP qui est source d'énergie. Donc, par hydrolyse donc, de deux groupements phosphate. En rouge, ici, vous avez pyrophosphate qui après va être hydrolysé en 2PI. 2PI, PI, c'est phosphate inorganique. OK, phosphate inorganique. Maintenant, il y a hydrolyse de deux phosphates. Donc, n'oubliez pas que adénosine triphosphate, c'est deux phosphates. Donc, s'il y a deux phosphates qui est libéré, qu'est-ce qui reste? C'est adénosine monophosphate. Eh bien, adénosine monophosphate va réagir avec l'amino acide, ok, l'aminoacide ici. Effectivement, après la réaction, voilà ce qu'on a. On a l'aminoacide qui est lié à AMP, donc ce qui donne donc aminoacide adénosine monophosphate. Donc maintenant, ici, vous avez une liaison riche en énergie. Cette liaison qu'on appelle liaison et carboxyester anhydride mix, c'est une liaison riche en énergie. Donc maintenant, l'aminoacide adénosine et monophosphate va transférer le résidu d'acide aminé à ARNT. ARNT, donc vous voyez ici, l'ARNT est non chargé, il est libre, il ne reçoit pas encore le résidu d'acide aminé, mais il est prêt à le recevoir. Voici l'extrémité 3' OH avec adénosine. Donc, ce groupement OH, OK, qui se trouve en 3' sur le ribose, prêt à recevoir mais le résidu d'acide aminé. Donc, maintenant, l'aminoacide AMP transfère le résidu d'acide aminé à la RNT suite à la rupture de la liaison anhydride mixte au carboxyester. Donc, la rupture de cette liaison libère beaucoup d'énergie et cette énergie, du moins une partie de cette énergie, va être utilisée pour la fixation du résidu d'acide aminé sur l'extrémité 3' de l'ARNT, ce qui donne donc aminoacide ARNT, encore avec une liaison riche en énergie. Et de ce côté, donc après le transfert du résidu d'acide aminé, donc l'ARN, et AMP est régénéré.
OK, AMT est libre, maintenant il est régénéré. Donc voilà et l'explication de ce schéma, de cette image qui nous montre comment se fait les différentes étapes du chargement de la RN de transfert. Maintenant, on va parler de l'initiation de la transcription, tout comme la réplication ou la transcription. Et la traduction se fait en trois étapes, l'initiation, l'élongation et la terminaison. Et à chaque étape, vous avez des facteurs qui interviennent pour faciliter le déroulement du processus. L'initiation a lieu en trois étapes. L'initiation a lieu en trois étapes. Donc, il ne faut pas confondre l'initiation et la traduction. Donc, la traduction a lieu en trois étapes. C'est l'initiation, l'élongation et la terminaison. Maintenant, cette première étape qu'on appelle l'initiation, elle-même aussi s'est déroulée en trois étapes pour trois phases. Il y a d'abord la formation du complexe de pré-initiation, la liaison de ce complexe à l'ARN messager, ARN qui porte l'information, qui détermine la séquence des acides aminés dans la chaîne polypeptidique et son positionnement sur le codon initiateur ou bien le codon d'initiation pour former le complexe d'initiation. EIF2, c'est des facteurs d'initiation, des facteurs d'initiation. Donc, nous allons voir le processus. EIF2 est le facteur d'initiation clé de cette étape. EIF2. IF, c'est Initiation Factor. 2, probablement pour l'ARN messager. Et puis E pour eucaryote est le facteur d'initiation clé de cette étape. C'est un complexe trimérique. Donc, dès qu'on parle de complexe trimérique, c'est-à-dire c'est une protéine qui possède trois chaînes polypeptidiques, trois sous-unités, alpha, bêta, gamma, et chaque sous-unité exerce une fonction précise. Chaque sous-unité exerce une fonction précise. Donc, ici, vous avez le complexe EIF2 avec les trois sous-unités. Donc, c'est une protéine quaternaire avec trois chaînes polypeptidiques. Donc, vous avez une sous-unité qui intervient dans la régulation par phosphorylation, une sous-unité qui sert de site de fixation à EIF5 et à EIF2B. C'est des facteurs d'initiation également. Et puis, vous avez une autre sous-unité qui sert de site de fixation à GTP et GDP et à la RNT initiateur chargé. Donc, quand on dit MET à RNT, MET, c'est-à-dire que c'est la RNT qui est spécialisée dans le transport de méthionine, mais ici, c'est un ARNT qui est chargé. Donc là, le résidu de méthionine il y a le complexe. Donc il y a le complexe ARNT, et bien résidu de méthionine. OK? Donc voici les trois sous-unités. Donc on va voir en détail ce qu'on dit sur les trois sous-unités. La séquence des événements est la suivante. Et EIF2 lié à une molécule de GTP. Donc, ouais, il y a une sous-unité
qui sert de site de fixation à GTP. Donc, GTP est là comme source d'énergie pour faciliter le déroulement de la réaction. Donc, c'est à quel niveau est fixé GTP? Au niveau de la sous-unité gamma. Donc, la sous-unité gamma, donc c'est cette chaîne polypeptidique qui se trouve en bas à droite. OK? Donc, EIF2 est lié à une molécule de GTP au niveau de la sous-unité gamma, interagit avec l'aminométhionine, pas méthionine, non, c'est méthionine ARNT, c'est-à-dire le complexe aminoacyle. Alors là, je remplace aminoacyle par méthionine. Donc, c'est un complexe dans lequel l'aminoacide est fixé sur la RNT. Donc, la RNT est chargée. Donc, maintenant, ici, EIF2 lié à une molécule de GTP au niveau de la sous-unité gamma interagit avec méthionine ARNT pour former un complexe ternaire. Former un complexe ternaire, c'est-à-dire un complexe qui a trois éléments. EIF2 est l'un des deux principaux points de contrôle de l'initiation de la traduction chez les eucaryotes. C'est-à-dire c'est un point de contrôle qui intervient dans la régulation. C'est un élément qui intervient dans la régulation de l'initiation chez les eucaryotes. Ce complexe ternaire, à savoir EIF2 lié à GTP et l'ARNT chargé, se lie à la sous-unité 40S, elle-même associée à des facteurs d'initiation EIF3 et EIF5 pour former le complexe de pré-initiation AN3S. Donc ici, n'oubliez pas que l'initiation a lieu en trois étapes. Il y a d'abord la formation du complexe de pré-initiation. Donc, le complexe de pré-initiation, il gagne une constante de sédimentation de 43S. Le complexe de pré-initiation a une constante de sédimentation de 43S. De quoi est constitué le complexe de pré-initiation? Mais ce complexe de pré-initiation est constitué de la sous-unité 40S du ribosome. N'oubliez pas que le ribosome usine à protéines, un tiers de protéines, deux tiers d'ARN ribosomique, est constitué de deux sous-unités. Grande sous-unité 60S, petite sous-unité 40S. N'oubliez pas que les constantes de sédimentation ne sont pas additives. Donc, le ribosome chez les eucaryotes, c'est 80S. Mais par contre, principalement, les sous-unités ont des constantes de 40 et 60S et simultanément pour petites et grandes sous-unités. Donc, la première étape consiste à la formation de complexes ternaires. Et ce complexe ternaire, c'est EIF2 associé à GTP et associé à MET, ARNT, MET. Donc, c'est le complexe ternaire. Mais ce complexe ternaire va se lier à la petite sous-unité 40S qui lui-même est lié avec deux autres facteurs qui c'est EIF3 et EIF5. Donc, les facteurs ici, ce sont des protéines. OK, ce sont des protéines donc, qui participent à la régulation de l'initiation, de la traduction, plus généralement. OK, donc ici, c'est la formation du complexe de pré-initiation. Donc, poursuivons liaison
du complexe de préinitiation à l'ARN message. Donc, le complexe de préinitiation est formé. Ce complexe va se lier à l'ARN message. EIF4 est le facteur d'initiation clé de cette étape. EIF4, facteur d'initiation clé de cette étape. Donc, chaque étape a un facteur d'initiation. Donc, la première étape, c'est EIF2, ici c'est EIF4. C'est un complexe trimérique, encore trimérique, protéines et quaternaire, trois chaînes polypeptidiques, dont chaque sous-unité EAG exerce une fonction précise. Donc, vous voyez bien dans l'image et le facteur EIF4 avec les trois sous-unités, trois chaînes polypeptidiques. Et dans une chaîne polypeptidique, on a pris le soin de montrer l'extrémité C-terminale et l'extrémité N-terminale, ce qui indique effectivement c'est une chaîne polypeptidique. Adaptateur entre EIF4E, EIF4A, vous voyez bien, adaptateur entre EIF4E par sa région N-terminale, EIF4A par sa région C-terminale, et le complexe de préinitiation 43S via EIF3 par sa région centrale. Et puis, vous avez une autre chaîne qui intervient dans l'interaction avec la coiffe 7-méthylguanosine de l'ARN messager. N'oubliez pas que l'ARN messager, après sa formation, subit des modifications post-transcriptionnelles, des modifications covalentes. Donc, à l'extrémité 3 et 5', il y a ajout de 7-méthylguanosine aussi, qui constitue la coiffe. Et puis, à l'extrémité, l'autre extrémité, 3' OH, donc il y a ajout d'une séquence de nucléotides formée uniquement d'adénosine qu'on appelle la queue poly A. Et puis, finalement, vous avez l'autre sous-unité cette sous-unité a un rôle ATPasique, c'est-à-dire la capacité d'hydrolyser de l'ATP. C'est un rôle catalytique et hélicase, donc la capacité de briser, faire des liaisons hydrogènes et probablement des liaisons hydrogènes qui vont se former dans l'ARN messager, puisque l'ARN messager, c'est un nucléotide. Il se peut que donc, des séquences s'organisent en structure secondaire. Okay? Il est vrai que l'ARN messager, l'ARN en tant que nucléotide est monocaténaire, cela n'empêche pas que mais des séquences adoptent une structure secondaire. Donc, si vous avez des séquences qui sont complémentaires, donc il se peut que les bases de ces séquences complémentaires réagissent pour former des liaisons hydrogènes. Et dès que vous avez la formation de liaisons hydrogènes entre deux séquences d'une chaîne polypeptidique, vous avez automatiquement une structure secondaire. Or, pour faciliter la lecture de l'information contenue dans l'ARN messager, donc il faut que l'enzyme donc, ne rencontre pas d'obstacle. Et la structure secondaire de la chaîne polypeptidique nucléotidique, mais c'est un obstacle à franchir. Et c'est pourquoi l'hélicase est là pour briser les liaisons hydrogènes et faciliter donc, le travail des enzymes qui interviennent dans la formation de la protéine. Donc, le rôle de l'hélicase ici, c'est de briser les liaisons hydrogènes qui éventuellement peuvent se former dans l'ARN
messager. Et l'ATP est là pour fournir l'énergie nécessaire au travail des enzymes. Nous poursuivons. OK, donc, on est ici, c'est la liaison du complexe de pré-initiation à l'ARN messager à l'extrémité et 5'P, là où se trouve la coiffe, et le facteur d'initiation clé de cette étape, c'est EIF4 avec ses trois chaînes et polypeptidiques ces trois sous-unités EAG. Et vous avez bien vu les trois sous-unités. Ici, c'est EIF4G, EIF4A, EIF4E avec des rôles spécifiques. La séquence des événements est la suivante. C'est quoi? EIF4 se fixe sur la coiffe, cette extrémité 5'P où se trouve cette méthylguanosine. Les activités ATPase et hélicase de EIF4A dénature les structures secondaires de type tige boucle présentes dans cette région 5' de l'ARN messager qui pourrait empêcher cette dernière de fixer le complexe de pré-initiation 43S. Donc, l'hélicase nécessite de l'énergie. Ouais, donc maintenant, l'énergie est disponible pour pouvoir faciliter le travail de l'hélicase puisque EF4 non seulement possède une activité adépasique, mais aussi cette capacité d'hydrolyser les liaisons hydrogènes sont indispensables à la formation des structures secondaires tige-boucle dans l'extrémité 5'P de l'ARN message. EUF4 recrute le complexe 43S, complexe de pré-initiation 43S, via l'interaction entre EIF3 et l'EIF4G. Donc, ce complexe s'appelle le complexe de pré-initiation 48S est formé. Le complexe de pré-initiation 48S est formé. Donc, il y avait initialement un complexe de pré-initiation de 43S et il y a maintenant la formation d'un autre complexe de pré-initiation qui est plus lourd, OK, qui a un poids moléculaire beaucoup plus élevé. Donc, ici, 48S. Donc, 48S est formé du complexe pré-initiation 43S plus EIF4 et l'ARN message. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous montre? On vous montre les structures secondaires, voilà ici, qui sont formées dans l'ARN messager. Voici l'extrémité 3'OH AUG, OK? L'extrémité 3'OH AUG. Donc vous avez ici et cette méthylguanosine, OK? Cette méthylguanosine. Donc ici, l'extrémité est... En fait, ici, c'est l'extrémité 5'P de ce côté, et puis l'extrémité 3'OH. Donc, c'est le codon initiateur. Donc, c'est à cet endroit donc, que la traduction va débuter. Donc, voici la coiffe ici. Donc, voici les structures, les bras. Ici, ce sont des bras. Donc, les bras sont formés d'une tige et d'un boucle. Donc, le rôle de hélicase, c'est en fait d'éliminer les liaisons hydrogènes qui sont à la base de ces bras, ok, de ces bras, donc pour faciliter le déplacement du complexe, donc de l'extrémité 5'P à l'acide aminé au codon initiateur. Donc ici, il y a d'abord la formation de complexe pré-initiation 43S et ensuite la formation de complexe pré-initiation 48S. Donc, qui est formé du complexe pré-initiation 43S plus EIF4 et ARN messager. La séquence poly-A agit en synergie. J'avais dit que l'ARN messager, après sa formation,
Je pourrais dire l'ARN messager naissant, immature, subit des modifications post-transcriptionnelles, dont l'ajout de la queue poly A et l'ajout de la coiffe 7-méthylguanosine. Et si on dit la séquence poly A ou bien la queue poly A agit en synergie par interaction directe entre la protéine PABP, la protéine PABP. PABP, c'est poly A binding protein, poly A binding protein, ok? Donc, c'est protéine de liaison à la queue poly A, français, protéine de liaison à la queue poly A, et le facteur EIF4G, voyez bien l'interaction. Donc, voici la queue poly A. Donc, cette queue poly A donc, réagit avec une protéine qu'on appelle la PABP, protéine de liaison à la queue poly A. OK? Et le facteur EIF4G qui se trouve à l'extrémité 5'T. N'oubliez pas que la queue poly A, c'est l'extrémité 3' au H, alors que et, et la coiffe se trouve à l'extrémité 5'T. Maintenant, si la queue poly A interagit avec EIF4G qui se trouve sur la coiffe, donc cela veut dire que donc, il y a un mouvement qui se fait d'une extrémité à une autre, et c'est la raison pour laquelle vous avez ici ce schéma pseudo, cette forme pseudo-circulaire de la N messager, ok, côté que vous voulez gagner la queue poly A qui est ramenée donc à l'extrémité 7'T. Ok, nous poursuivons. Positionnement du complexe de pré-initiation sur le codon initiateur. La séquence des événements est la suivante. Les facteurs EIF1 et EIF1A, ça c'est de nouveaux facteurs, s'associent au complexe de pré-initiation 48S. Ce dernier se déplace de l'extrémité 5'P vers 3'H, explorant la région 5' non traduite UTR, untranslated region, UTR 5' UTR, jusqu'à la rencontre du codon initiateur. Donc, il y a un déplacement. Donc, le complexe 48S associé à deux facteurs d'initiation, EIF1 et EIF1A, mais se déplace le long de la région non transcrite, non traduite, c'est ça, untranslated, non traduite de l'ARN messager jusqu'à la rencontre du codon initiateur AUG. Celui-ci n'est pas toujours le premier, car il doit se situer dans un contexte de séquence correcte, la séquence de Kozak qui entoure le triplet AUG. Donc, ce triplet, comme il est dit ici, n'est pas le premier, donc il est bien entouré. Donc maintenant, il faut que le complexe initiateur ait cette capacité de lire le codon AUG qui correspond à l'acide aminé méthionine. Donc, lors de ce balayage, l'activité lipase de EIF4A dénature les structures secondaires de l'ARN messager qui se trouve sur le trajet du ribosome en consommant de l'ATP. Donc, c'est une activité atépasique. Dans ce cas-là, l'hélicase est dit ATP dépendante.
Au niveau du site d'initiation, au niveau du site d'initiation, là où se trouve la séquence COSAC qui renferme le codon initiateur AUG correspondant à méthionine, le facteur EIF5 hydrolyse GTP, vous vous rappelez, GTP qui est porté par EIF2, qui est fixé sur la sous-unité EIF2 gamma, première étape de la formation du complexe pré-initiation 43S, mais provoquant l'hydrolyse de GTP en GDP plus PI, provoquant la dissociation du complexe de pré-initiation 48S. Donc, cette dissociation entraîne maintenant le recrutement de la grande sous-unité. Donc, j'avais dit au commencement que les deux sous-unités ne sont pas toujours liées. La liaison se fait au moment de la synthèse de la protéine. Donc, voyez à quel moment la grande sous-unité est recrutée. C'est après la fixation du complexe pré-initiation 48S sur la coiffe et le déplacement de ce complexe jusqu'à la séquence COSAC où se trouve le codon initiateur. Donc, c'est à ce moment que l'hydrolyse de GTP en GDP plus PI, phosphate inorganique, va entraîner non seulement la dissociation du complexe pré-initiation, mais aussi le recrutement de la grande sous-unité 60S pour former le complexe d'initiation 80S. Donc, il y a la formation, je rappelle qu'il y a d'abord la formation d'un premier complexe pré-initiation 43S, la formation d'un deuxième complexe pré-initiation 48S et en final, la formation du complexe d'initiation 80S. Donc, à ce moment, le MET ARNT MET, mais nous bien saisir ça, MET ARNT MET, c'est que la RNT est liée à méthionine. Donc, vous avez méthionine ARNT, c'est-à-dire que la RNT est chargée, il y a charge l'hypotéacide aminé. OK? Donc, après la formation du complexe d'initiation, au site d'initiation, donc c'est à ce moment que la RNT vient se placer dans le site P du, du ribosome. Donc, le ribosome possède trois sites, donc on verra ça dans la suite, dans le site P. Donc, ce complexe d'initiation 80S est formé du complexe 48S, du complexe pré-initiation 48S et de la grande sous-unité, les ribosomes, qui a une constante de sédimentation de 60S. Les facteurs d'initiation EIF sont ainsi classés selon leur rôle en 5 groupes. Les facteurs EIF1 permettent le déplacement de la sous-unité ribosomale 40S le long de l'ARN messager jusqu'au codon initiateur. Le facteur EF2 lié à une molécule de GTP, EF2, lie le MET ARNT initiateur MET à la sous-unité 40S. Le facteur EF3 empêche la réassociation entre la sous-unité 40S et une sous-unité 60S.
OK? Ce qui aboutirait à la formation d'un ribosome inactif. Parce que pas oublier que le complexe 80S dont on a parlé ici, le complexe d'initiation, c'est 48S plus 60S. Mais par contre, si ou al genyen, et là, si ou genyen sous-unité 40S là, qui a lié avec une sous-unité 60S, sans que li pat getan lié avec les différents facteurs, donc là, on pral genyen un ribosome inactif. Donc le ribosome est actif. Un ribosome 80S est actif. C'est un ribosome qui possède deux grandes sous-unités, mais qui est lié aussi à des facteurs de transcription. Ça fait que dans le facteur pré-initiation, donc lui-même, c'est 48S, c'est pas 40S. OK? N'oubliez que par un ribosome, c'est deux grandes sous-unités, 40S, 60S. Mais là, on a 48S. Cela veut dire que la petite sous-unité est liée à des facteurs de d'initiation qui fait que les 48S. Donc maintenant, le facteur d'initiation EIF3, et ça le fait les mêmes, il empêcher la réassociation entre la sous-unité 40S et une sous-unité 60S. Donc, ce qui aboutirait à la formation de ribosome 80S inactif et facilite du même coup la liaison de la sous-unité 40S du complexe initiation à l'ARN messager à l'extrémité 5'P où se trouve la coiffe. EIF 1, 2, 3 ont les mêmes rôles que chez les prokaryotes. Les facteurs EIF4 positionnent le complexe de préinitiation sur la coiffe. Les facteurs EIF5 stimulent l'hydrolyse du GTP par EIF2 et la liaison de la sous-unité 60S lorsque le complexe de préinitiation a identifié le codon initiateur. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est après l'identification du codon initiateur par le complexe de préinitiation 48S que la sous-unité 60S vient alors se fixer sur donc, l'unité 40S du complexe d'initiation. Donc là, on est en train d'expliquer, c'est quelque chose qui se passe à l'échelle microscopique. C'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup d'observations, beaucoup d'études pour pouvoir mettre en évidence ce processus, ok? Et gagner des connaissances pour nous capables d'expliquer ce qui a passé là. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très complexe. On est au niveau moléculaire, donc c'est très complexe, très complexe. On est à l'échelle microscopique, mais ce qui est étonnant, c'est que à l'échelle microscopique, donc vous avez au niveau des cellules une structure éminemment complexe et sophistiquée. Est-ce que vous comprenez? Donc le monde est complexe tant à l'échelle microscopique qu'à l'échelle macroscopique. Et il y a des mystères à percer. Parce que dans le domaine de la biologie, donc il y a plein de mystères et qui ne sont pas encore élucidés. Et vous êtes parmi de ceux qui auront à élucider certains de ces mystères. Donc voilà pourquoi il faut prendre très au sérieux vos études, étudier, pousser jusqu'à devenir de grands chercheurs et qui vont contribuer au développement de la science. En fait, schéma ça allait en quelque sorte résumer tout ça nous t'a dit, yo. La formation du complexe ternaire, la formation du complexe pré-initiation 43S, formation du complexe pré-initiation 48S,
Et puis, vous avez l'association entre l'extrémité 3'H et l'extrémité 5'P. L'extrémité, la queue poly A via la protéine de fixation à la séquence à la queue poly A qui va le nous une structure pseudo-circulaire. Et puis, vous allez avoir dissociation. Vous allez avoir le complexe 43S qui va se déplacer pour identifier le séquence initiateur. Ensuite, vous avez des facteurs d'initiation qui vont venir fixer et libérer le complexe, etc. Donc, on a tout expliqué. Donc, vous pouvez par vous-même essayer de comprendre ce schéma. Maintenant, ce qui est nouveau ici, c'est les, les différents sites et les trois sites que possède la sous-unité 40S. Donc, vous avez un site A. A, c'est pour aminoacides. Donc, c'est ici qu'est rentré l'aminoacide ou l'ARNT et qui vient avec l'aminoacide. L'acide P, c'est peptidyl. Donc, c'est à ce niveau que la liaison est formée, la liaison peptidique est formée et le site E pour exit. Donc, c'est ici que au gain ARNT, hein, les mêmes qui est sorti. Donc, l'entrée de l'ARNT se fait par le site A et puis la sortie, c'est le site E. Voilà. Donc, on va parler de ça et beaucoup plus en détail dans la suite. OK, donc je crois qu'on va s'arrêter ici à, à l'initiation. Donc, dans le prochain cours, donc, on parlera de l'élongation et éventuellement de la terminaison. Bon visionnage, donc j'attends vos questions dans la rubrique commentaires.